Bernard de Barbieux, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour un entretien de la chaire Ultramar, religion et politique dans le monde contemporain. Vous êtes professeur de géographie à l'Université de Genève. Vous avez publié de nombreux ouvrages qui traitent de la montagne. Et aujourd'hui, nous aimerions nous entretenir avec vous du thème montagne et sacré. Alors, pour commencer, nous pourrions débuter cet entretien à partir de votre dernier livre, l'UNESCO au Mont Blanc. Dans ce dernier, vous faites se rencontrer deux processus de patrimonialisation, celui ayant déjà entériné la présence de l'alpinisme au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, et celui qui vise encore aujourd'hui à faire reconnaître le Mont Blanc comme un héritage commun de l'humanité. Alors au premier abord, la matérialité du massif semble bien s'opposer à l'immatérialité de l'univers culturel de l'alpinisme. Mais nous pourrions tout aussi bien renverser le point de vue et voir l'alpinisme comme un ensemble très prosaïque de pratiques et de techniques matérielles, alors que le Mont Blanc, on le laisserait évoquer tout un ensemble d'imaginaires, de croyances dont la verticalité d'un tout autre ordre que les querelles de centimètres à propos du Mont Blanc. Dans ce livre, par quel bout avez-vous tenté de prendre ces problématiques entre matérialité et immatérialité ? Alors le distinguo entre matériel et immatériel, il est constitutif des conventions de l'UNESCO quand il s'agit du patrimoine mondial considéré comme matériel, et le patrimoine culturel immatériel considéré donc comme immatériel, même si tout le monde a bien conscience que c'est un distinguo qui est très artificiel et que dans les deux cas, il y a de la matérialité et de l'immatérialité. C'est devenu de plus en plus flagrant avec l'évolution même de la façon de concevoir cette liste du patrimoine mondial, où on a accordé progressivement de plus en plus d'importance aux significations culturelles, religieuses, le cas échéant, qu'on pouvait associer à des sites spécifiques. Parce que même si, in fine, ce sont des bâtiments souvent, ou des sites, ou des paysages, des ensembles paysagers qui sont inscrits, c'est de plus en plus souvent des critères un peu immatériels qui ont prévalu pour qualifier finalement ces lieux, ces sites. Et de la même façon, pour le patrimoine dit immatériel, tout le monde a bien conscience, et c'est même d'ailleurs présent dans la définition du patrimoine immatériel dans la convention dite du patrimoine culturel immatériel, que ça s'appuie sur toute une série d'objets, de choses matérielles, voire d'environnements spécifiques, et c'est évidemment le cas de l'alpinisme. Donc c'est un peu par usage ou par atavisme qu'à l'UNESCO on a conservé ce distinguo, mais en y faisant de moins en moins référence explicitement, chacun ayant bien conscience que les deux dimensions sont complètement articulées. Mais ce qui complique un petit peu le travail des personnes qui font des propositions, parce que pour le dossier alpinisme, porté principalement par des guides de haute montagne dans un premier temps, ils avaient le souci de mettre en avant cette relation très particulière que les alpinistes ont avec le milieu de la haute montagne, et donc sa matérialité, en particulier dans le contexte d'évolution, changement climatique, évolution des pratiques qui doivent s'ajuster au changement climatique. Mais à plusieurs reprises, les personnes qui étaient là pour les conseiller, que ce soit au niveau du comité français ou que ce soit après dans le traitement à l'UNESCO elle-même, leur faisaient bien comprendre qu'ils n'étaient pas trop censés insister sur cette dimension matérielle parce que c'était les valeurs, parce que c'était les pratiques sociales qui devaient être exemplifiées, mises en avant. Et puis inversement, du côté du massif du Mont Blanc, la difficulté principale qu'a rencontré le projet, qui fait qu'il n'a pas abouti malgré la très grande ancienneté de l'idée, c'est que si on prend le massif du Mont Blanc uniquement pour ses caractéristiques matérielles, du point de vue de l'UNESCO, il n'est pas si exceptionnel que ça, parce qu'il y a d'autres sites équivalents qui ont déjà été inscrits, et la politique de l'UNESCO est de ne pas inscrire des sites qui sont trop similaires à ceux qui ont déjà été inscrits. Et donc la stratégie que moi j'avais proposée d'ailleurs aux porteurs de projet, c'était de jouer sur quelque chose de bien plus immatériel pour mettre en avant la qualité même du site du Mont Blanc, et notamment tout l'imaginaire de la haute montagne auquel ce massif a pu contribuer dans sa découverte, dans l'exploration scientifique, dans la production scientifique considérable qui a pu être produite sur le massif, mais à vocation universelle, sur la connaissance générale des milieux de haute montagne, au XVIIIe et au XIXe siècle en particulier. Mais là, pour un peu, ça orientait le dossier dans un type d'argumentaire qui n'était pas tout à fait habituel et pour lequel il y aura un long travail de familiarisation, de pédagogie à faire auprès des experts en particulier qui sont là pour dire oui ou non, le site mérite d'être inscrit.
Donc voilà, dans la pratique, le distinguo fonctionne mal, mais il est présent dans l'esprit de tout le monde, mais après, les règles même de l'évaluation, la procédure d'inscription font que c'est assez compliqué de véritablement mêler les critères. Mais il y a vraiment, on doit mobiliser dans les deux registres. C'est un peu inévitable si on veut donner du sens à chacun des objets qu'on cherche à inscrire, mais après, les critères sont listés de façon très très précise et il faut quelque part respecter un peu la règle du jeu. Même si dans la pratique, pour les inscriptions à l'UNESCO de façon générale, il y a des exemples qui font évoluer les pratiques même dans le traitement des dossiers. Je parlerai peut-être de l'exemple tout à l'heure du massif qui est au centre de l'Australie, qui s'appelle Uluru, qui est vraiment, qu'on appelle historiquement plutôt Ayers Rock, mais qui a été rebaptisé du nom aborigène, qui est un exemple très très intéressant pour essayer de prendre en compte les dimensions religieuses et sacrées de ce type de site. Oui. Pour poursuivre sur la patrimonialisation, c'est une pratique qui a un rapport tout particulier au temps. L'idée de patrimoine, d'héritage, évidemment, suggère une orientation ouverte sur l'avenir, et qui cherche à préserver, même à faire fructifier une sélection toute pointilleuse d'un passé commun. Et en même temps, la montagne n'a pas besoin de l'homme pour être projetée dans l'avenir. Elle a déjà ses propres tendances géologiques, ses processus évolutifs, ses saisonnalités biologiques et climatiques. Elle a accueilli l'humanité, lui survivra encore longtemps. Et si on essaye de réfléchir sur ces jeux de temporalité, peut-être tenter une rythmologie de la montagne, que direz-vous qui se passe quand l'homme tente de calquer ses propres schèmes temporels sur la montagne? Quelle sorte de friction conflictuelle ou au contraire opportune se joue dans ces jeux de temporalité? Alors, je ne sais pas si les sociétés humaines peuvent véritablement projeter leur propre temporalité sur un environnement qui lui-même est très scandé dans son fonctionnement par la saisonnalité au minimum. Donc, je pense qu'on a plutôt affaire à des formes d'adaptation diverses et variées qui font que les sociétés, en tout lieu et en tout temps, ont été amenées à adopter leur propre façon de gérer la temporalité elle-même sur la période d'une année, donc le cycle des saisons lui-même, mais évidemment en adaptant ou quelque part en domestiquant la saisonnalité de la montagne à leurs propres besoins ou leur propre façon de voir les choses, et donc de construire la saisonnalité de leur pratique sur celle de la montagne elle-même. Et évidemment, le contraste principal, surtout pour les montagnes des régions tempérées, étant le contraste entre la saison hivernale et la saison estivale, qui a toujours scandé énormément la vie des populations locales, que ce soit dans des périodes historiques anciennes, où c'était le rythme des activités agricoles qui devait se caler principalement sur la saisonnalité de la montagne, mais ce qu'on voit aussi très très bien dans l'activité touristique aujourd'hui, qui est extrêmement contrastée selon les saisons. Donc je pense que dans tous les cas de figure, il a fallu adapter les pratiques sociales à cette saisonnalité de la montagne, mais évidemment, selon les périodes, c'est tel ou tel type d'activité et tel ou tel mode d'adaptation qui a pu prévaloir. Oui, du coup, je pense aussi à mes recherches au nord-est de l'Afghanistan, dans le district du Waran, où là aussi, le rythme des activités pastorales et saisonnières s'articule dans ou sur un paysage signalé bien de façon comme sacrée, une manifestation concrète de forces invisibles dont les effets peuvent ou pas être anticipés. Quelle temporalité là, où les montagnes offrent-elles à la foulée au regard de celui qui la marche et l'observe, d'après vous, et jusqu'où peut-on même généraliser ou considérer l'extensibilité scalaire de ces rythmes qui lui semblent a priori si particuliers? Il me semble que dans ce cas précis, alors je ne parle pas de la région elle-même que je ne connais pas autrement que par des livres ou des articles interposés, mais dans le cadre du rapport de type sacré à la montagne, il y a plusieurs formes de temporalité qui se télescopent et qui effectivement sont d'ampleur extrêmement différentes. Il y a la temporalité du récit, la temporalité du mythe, le cas échéant, qui associe in fine la montagne à telle ou telle signification sacrée spécifique, mais qui souvent s'ancre dans des récits de fondation, qui s'ancre dans une histoire longue, imaginaire bien sûr, de ce que la montagne a pu apporter à la connaissance du monde ou à l'expérience du monde des sociétés qui projettent cette signification sacrée sur la montagne elle-même. Donc là, on est sur des temporalités qui sont extrêmement longues, sur lesquelles vient se greffer une temporalité qui est plus de l'ordre du rite, et donc
donc de la pratique qui peut être quotidienne, hebdomadaire, annuelle, j'en sais rien, selon le type de rituel que les sociétés peuvent adopter, et qui là peuvent jouer, et c'est là qu'on peut retrouver le cas échéant de la figure de la saisonnalité, mais aussi sur les rythmes de la vie sociale plus généralement, dans lesquels les pratiques sacrées viennent prendre place par rapport à d'autres types de pratiques, notamment des pratiques plus fonctionnelles qui sont celles de l'élevage ou celles de l'agriculture. Donc il y a une sorte de, non pas de télescopage, mais d'emboîtement, je pense que c'était le sens de votre question, d'emboîtement des temporalités qui sont très très différenciées et qui font qu'in fine, il y a et c'est très très fréquent, bien au-delà d'exemples que vous avez pris, sur une sorte de coloration assez particulière de l'expérience du sacré dans ce type d'environnement, qui joue à la fois sur la spécificité de l'environnement lui-même et sur la spécificité de la pratique et de la signification sacrée des choses. C'était justement ça, à voir jusqu'où est-ce qu'on pouvait généraliser au fait ces questions. Merci. Pour parler ensuite d'un autre livre que vous avez coédité avec Gilles Ruda, The Mountain, A Political History from the Enlightenment to the Present, vous invitez le lecteur à concevoir la montagne non comme une caractéristique géographique, mais comme une idée qui évolue à travers le temps et est influencée selon le climat politique et les aires culturelles. Au-delà de leur réalité matérielle, les montagnes sont des constructions sociales, je cite, dont les significations sont multiples et parfois radicalement différentes. Pourriez-vous juste nous présenter votre approche alternative justement à la question de la représentation que vous introduisez aussi dans votre ouvrage? D'accord. Alors c'est vrai que la thèse générale de ce livre et puis des quantités d'autres travaux que j'ai pu conduire dans le même pas de temps, c'était de non pas nier la dimension matérielle de la montagne, ni même la pertinence d'approches naturalistes qui visent à comprendre, mesurer, analyser cette objectivité de la montagne en tant que telle. Ce qui m'a intéressé avec Gilles, c'était d'essayer de construire ou d'adopter une approche constructiviste, non pas de la montagne elle-même, mais de l'ensemble des significations associées à la montagne qui permettent d'expliquer les pratiques de la montagne elle-même, donc les pratiques humaines. En partant du principe que les pratiques humaines, les pratiques sociales ne sont pas déterminées par la montagne en tant que telle, par sa physicalité, mais par un ensemble de discours et de conceptions qui orientent la production de la science, les pratiques religieuses, les pratiques touristiques, les pratiques de protection de la nature qui sont fréquentes dans les régions de montagne. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure, parce que c'est pour moi une des manifestations un peu du sacré contemporain dans le rapport à la montagne. Donc c'est beaucoup plus cet ensemble de qualifications qui nous intéressait véritablement pour essayer de voir comment elles permettaient de donner sens à la catégorie elle-même, qui est d'abord et avant tout lexicale, la montagne, les montagnes, comme on peut dire dans différentes langues, au-delà de la physicalité de la chose, parce qu'évidemment, il n'y a rien qui est écrit dans la nature qui permet de dire ceci est une montagne, ceci n'en est pas une. D'où l'évolution historique et la variété aussi dans les contextes culturels différenciés de ce qu'on appelle une montagne. Même s'il y a toujours un terme qui se rapporte à ce genre de choses, il est évidemment appréhendé de façon tout à fait différente. Et de ce point de vue-là, puisque vous posiez la question en termes de représentation, moi, ma pratique, je dirais, contemporaine depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, c'était peut-être pas le cas quand j'ai commencé à travailler sur l'objet lui-même, c'est de ne pas parler en termes de représentation, parce que le concept de représentation présuppose qu'il y ait un préexistant sur lequel va se construire une représentation, ce qui serait le cas de figure dont on est en train de parler, mais c'est pas tellement ça qui m'intéresse véritablement, et je préfère parler d'ontologie, comme on le fait de plus en plus souvent dans les sciences sociales, comme vous le savez, en anthropologie en particulier, en partant de l'idée que ce qui est véritablement intéressant, c'est de savoir comment un collectif social construit un ensemble d'entités ou se dote d'un ensemble d'entités qui renvoient à la matérialité pour certaines, mais pas toutes, et qui lui permettent de se construire bien sûr une vision du monde, mais en même temps d'avoir un jeu d'entités, notamment la montagne ou les montagnes, sur lesquelles ils ont prise et qui leur permettent de faire quelque chose à partir de ce système d'entités. Donc pour moi, la montagne telle qu'elle est conçue dans ce livre-là est une entité ou un type d'entité qu'on mobilise de façon assez universelle comme type de catégorie. Après, le contenu de la catégorie peut changer énormément d'un contexte à l'autre, qui va permettre de faire quelque chose, de produire une connaissance savante sur la montagne ou de donner des significations religieuses à cette même montagne. Super. Et en particulier peut-être sur la manière dont l'imaginaire ou la manière dont la montagne est mise en image, quels sont disons, les cadres théoriques qui vous aident à penser cette mise en image ou en imaginaire?
Deux choses justement pour reprendre votre vocabulaire, image d'un côté, imaginaire de l'autre. Image, oui, parce que la production d'images est un dispositif qui permet d'accompagner la construction de ces entités, de ces catégories, ici montagne. Et c'est vrai que toute l'histoire du rapport à la montagne des rapports à la montagne s'accompagne de types de production d'images un peu spécifiques au fur et à mesure de l'évolution des techniques, mais aussi du besoin d'images que l'on peut éprouver pour appréhender ce type d'entité, l'illustrer, lui donner figure en son absence, l'image permettant d'évoquer la montagne en l'absence de la montagne elle-même. Après, moi, quand je parle d'imaginaire, c'est beaucoup plus, ça peut être un imaginaire sans image. Je parle d'imaginaire au sens des imaginaires sociaux instituants à la façon de Castoriadis, si ça vous dit quelque chose. C'est-à-dire quels sont l'ensemble des a priori, des présupposés dont se dote une société donnée pour s'instituer elle-même, en particulier en mobilisant des éléments extérieurs à ce collectif social lui-même. Donc des références à la nature par exemple. Donc comment est-ce qu'on construit un imaginaire de la nature ou un imaginaire de la montagne qui va permettre à une société de s'instituer et de se définir elle-même. Justement par rapport à cette question de l'imaginaire, pensez-vous que nous ayons dans les Alpes un rapport peut-être refoulé au spirituel ou au mysticisme de cet imaginaire montagneux? Je pense notamment à cette exposition médiatique et l'exploitation commerciale de nos sommets emblématiques, du Mont Blanc au Cervin, en passant par l'Ayguer, les Écrins, le Grand Paradis et plein d'autres. Cette manière de penser et de pratiquer la montagne, de la mettre en image, est-elle totalement évacuée ou au contraire simplement recouvert ce fond religieux ou quasi-religieux que peuvent continuer d'entretenir nombre d'autres populations avec leur propre massif montagneux? Et est-ce que l'approche, par exemple, des catastrophes naturelles sous le prisme de la prévention du risque, qui est aussi très présente dans la montagne, participe aussi de cette rationalisation de l'imaginaire montagneux? Alors, pour répondre à la question, il faudrait prendre le rapport aux Alpes sur la longue durée, peut-être partir de la période pré-moderne ou du début de la modernité pour arriver jusqu'à aujourd'hui, et observer que dans un premier temps, disons au tout début de l'époque moderne, la qualification sacrée et spirituelle de la montagne est encore extrêmement présente dans les Alpes comme ailleurs dans le monde. C'est une sorte de constat qu'on fait dans quantité d'environnements. La montagne semble appeler quelque chose de particulier dans l'imagination humaine, qui souvent ressortit de la dimension sacrée ou spirituelle. Je laisse de côté les explications de type structuraliste qui ont essayé de comprendre pourquoi il y avait cette universelle anthropologique. Moi, j'utilise très peu cette référence aux universels anthropologiques, mais il y a des travaux qui ont été faits là-dessus qui sont assez séduisants. C'est pas mon approche, mais ça permet de déjà visualiser le fait que c'est un trait commun de l'ensemble des sociétés humaines que d'avoir voulu qualifier la montagne sur ce mode-là. Et c'est vrai pour les Alpes dans la mesure où quantité de lieux dans les Alpes ont été considérés comme étant sacrés d'une façon ou d'une autre. Sacrés soit sur un mode véritablement religieux, soit sacrés sur un mode plutôt légendaire, mythologique selon les contextes. Et la modernité, bien sûr, a largement contribué à désacraliser, du moins en apparence, disons à détacher d'une signification proprement religieuse les lieux correspondants. Même si dans les imaginaires populaires, il subsistait des choses très très tard, jusqu'à la fin du 19e, au début du 20e, qu'on trouve d'ailleurs encore dans la littérature de cette époque-là. Les romans de Ramu, par exemple, sont assez révélateurs de cette persistance d'un imaginaire de ce type-là. Ceci dit, la modernité, elle a introduit d'autres formes de sacralité ou de spiritualité qui ne dit pas toujours son nom parce qu'elle se veut détacher de la religion en tant que telle, notamment avec l'imaginaire national, par exemple, qui fleurit évidemment beaucoup à partir du 18e et qui s'épanouit complètement au 19e siècle et qui a pu investir des lieux de montagne spécifiques pour célébrer cette entité en partie spirituelle et passablement sacralisée qu'est la nation, que sont les nations européennes à partir du 19e siècle. Donc il y a des États en Europe et les États alpins en particulier qui ont beaucoup misé sur l'image de la montagne pour marquer quelque part leur singularité, leur spécificité et leur ont conféré une signification de type sacré, même si encore une fois c'est dans un contexte largement laïcisé, mais il y a un sacré laïque qui émerge et qui est tout à fait intéressant. Donc le Cervin est tout à fait illustratif de ça pour la Suisse, mais parce que c'était la Suisse, parce que la Suisse
la société suisse a beaucoup investi l'image de la nature dans sa propre construction, sa propre auto-présentation ou auto-représentation, ce qui est beaucoup plus marqué que dans des pays comme la France ou comme l'Italie, où la figure de la nature était beaucoup moins invoquée dans la construction de l'imaginaire national. La Suisse n'est pas isolée de ce point de vue-là d'ailleurs, parce qu'on a la même chose en Slovénie, avec quelques sommets très emblématiques comme le Triglav, qui est le principal sommet slovène, qui lui aussi est très très fortement associé à une qualification sacrée dans la façon de construire l'imaginaire national slovène. Et on trouve quelques autres exemples de ce type-là ailleurs dans le monde, au Népal par exemple, mais pas uniquement. Ça, c'est la première forme de sacralisation de la montagne dans un contexte moderne, voire hypermoderne aujourd'hui. Même si ça ne vaut pas pour tous les États ou toutes les nations de la même façon. La deuxième façon de sacraliser la montagne, c'est la montée en force du souci de protection de la nature et de protection de la montagne, qui est à peu près contemporain, qui émerge véritablement un peu après, à la fin du 19e siècle, d'abord aux États-Unis, comme par hasard sur les régions de montagne. Mais dans le contexte états-unien, c'est lié encore beaucoup, très fortement à la signification religieuse très profonde qu'on associe à la nature en général et à la montagne en particulier, dans cette conception très panthéiste de la nature qui caractérise le protestantisme états-unien. Type de réflexion sur l'analyse de la société états-unienne qu'on trouve beaucoup chez Tocqueville par exemple, qui insiste beaucoup sur le panthéisme comme étant une figure, enfin le panthéisme associé à l'image de la nature, qu'il associe beaucoup à l'idée même, à la notion même de démocratie, dans son fameux ouvrage sur la démocratie américaine. Et les premières formes de protection de la nature aux États-Unis, qui prennent la forme de parcs nationaux, touchent d'abord et avant tout des lieux de montagne, remarquables d'un point de vue ou un autre, le Yellowstone ou le Yosemite. Et il y a cette propension très précoce, comme vous le savez, avec la création des parcs nationaux, de vouloir définir des périmètres de protection absolue qui illustrent parfaitement la définition basique du sacré, c'est-à-dire de quelque chose qui à la fois fascine, fait peur, la montagne fait encore largement peur à ce moment-là, mais on définit un espace privilégié dans lequel on est censé adopter des pratiques, soit des interdits à la pratique, soit des pratiques qui ne sont pas des pratiques ordinaires. Un peu comme dans le cœur d'une église ou dans un espace sacré délimité dans une pratique religieuse, où on va définir un type d'espace de par les pratiques qui sont autorisées ou interdites, avec le cas échéant des clercs, même dans une société civile, qui sont là pour les rangers par exemple dans les parcs nationaux états-uniens, qui sont là pour vous expliquer ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc la protection de la nature et l'imaginaire environnementaliste est cette deuxième figure complémentaire à celle du nationalisme qui a beaucoup contribué à spécifier certaines régions de montagne et à les qualifier sur un mode sacré, à les sacraliser d'une certaine façon, même si c'était au prix ou dans le cadre d'une objectivation naturaliste, de développement de pratiques touristiques, même s'il y avait un côté très, très fonctionnelle qui était associée à cette spiritualité ou cette sacralité de la montagne, mais elle est complètement revivifiée à l'occasion de ces pratiques laïcisées. Donc pour poursuivre sur cette notion importante de parc national, la montagne a souvent été construite socialement et politiquement comme un lieu de résistance et d'opposition même à la modernité. Mais elle est aussi justement, comme vous le disiez, de plus en plus associée au progrès ou à un creuset qui est peut-être une terre d'avant-garde, touristique, énergétique, architecturale, voire même environnementale dans le cas des parcs nationaux ou des parcs naturels. Et ces parcs alpins peuvent justement cristalliser ces approches. Est-ce que vous voyez une issue à l'alternative qui opposerait d'un côté ces parcs, une vision de ces parcs comme Jardin d'Éden finalement, qui serait un dernier bastion ou même une ère de rédemption pour nos écarts de pollution, de mitage, de rentabilisation du territoire, et l'idéal peut-être bataillien d'une négativité sans emploi qui verrait justement dans la mise en parc et la mise en espace sacralisé comme vous le décriviez, une montagne usée jusqu'à la corde, ou même sa vacance et même sa léthargie est intégrée dans un processus totalisant. Mmh. Alors, vous avez raison d'opposer, jusqu'à un certain point, d'opposer différentes façons de
traiter la montagne sur un mode protectionniste d'un côté et sur un mode moderniste, quoique la protection est moderniste, mais sur un mode d'exploitation et de transformation radicale. Vous avez raison de les opposer parce que c'est assez caractéristique de ce qui se passe dans les régions de montagne au XIXe siècle et au XXe siècle, un peu partout, à commencer par les Alpes. Mais en même temps, l'imaginaire de base est le même, c'est-à-dire que dans les deux cas de figure, ce qu'on a fait ou ce qu'on s'est interdit de faire en montagne reposait sur l'idée que la montagne était, comme j'aime bien le dire, la plus naturelle des natures. C'est un peu l'idée qu'on s'est fait dans le monde occidental. À force de développer un savoir-faire et des connaissances sur ce qu'on appelait autrefois l'histoire naturelle, ou les savoirs naturalistes par la suite, on s'est servi de l'image de la montagne comme étant une sorte d'emblème de cette image plus générique de la nature. Et donc c'est cristallisé sur la montagne toutes les ambiguïtés du rapport des sociétés occidentales à la nature. C'est-à-dire à la fois une nature qui constitue une sorte de défi permanent à l'ingéniosité humaine supposée. Donc à chaque fois que dans des sociétés qui se voulaient modernes et affichaient leur modernité, elles étaient tentées de se mesurer à la nature pour montrer qu'elle était capable de triompher des difficultés opposées par la nature elle-même. Et la montagne a été un terrain de mise en scène de cette lutte contre la nature, très cartésienne à l'origine, mais qui prend des formes très techniques à partir du XIXe siècle. Et donc, on s'est amusé à la percer, à la transformer, à l'artificialiser, ou à construire des choses invraisemblables dans des endroits tout aussi invraisemblables, parce que c'était une façon, quelque part, de montrer sa capacité précisément à dépasser les limites que cette nature, ou cette plus naturelle des natures, pouvait imposer à l'ingéniosité humaine. Et finalement, vouloir protéger la nature, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire, protéger la montagne, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire partir de cette même idée que c'est la plus naturelle des natures et que quand on a le souci de la conservation ou de la protection de la nature, on va d'abord et avant tout se concentrer sur les régions de montagne parce qu'on estime qu'elles méritent d'autant plus d'être protégées qu'elles sont plus naturelles que d'autres lieux de nature. Je dis tout ça de façon un peu compliquée, mais je pense qu'on voit assez bien que, à la base, c'est le même imaginaire de la nature qui prévaut et qui est constitutif de la modernité occidentale. Encore une fois, la modernité occidentale s'est beaucoup conçue et construite par rapport à cette nature telle qu'elle a été théorisée à partir du début de l'époque moderne, mais après en prenant deux formes qui sont diamétralement opposées, celle de la confrontation et du défi permanent que les plus intrépides cherchaient à relever, et celle de la protection, celle du soin, mais qui, encore une fois, renvoyait à cette même image de la nature originelle. Et c'est dans la mondialisation de cet imaginaire occidental que quantité de situations intéressantes se sont révélées, parce qu'évidemment, dans d'autres sociétés, la notion de nature ne veut rien dire. La montagne, la catégorie de montagne, quand elle existe, signifie également autre chose. Donc il a fallu inventer ou imaginer des formes d'adéquation entre les imaginaires de la montagne, pour le dire comme ça, des populations autochtones, avec les imaginaires modernes de la montagne. D'où les conflits permanents qui ont pu apparaître dans d'autres régions du monde sur les façons de pratiquer ou pas, d'aménager ou pas, de protéger ou pas la montagne, selon les diverses acceptions qu'on pouvait donner à la catégorie dans ces différents contextes. Pour rester sur l'exemple des parcs nationaux, il y a le cas tout à fait intéressant de ce monolithe au centre de l'Australie qu'on appelait historiquement l'Ayers Rock et qui maintenant a été rebaptisé du nom aborigène, Uluru, qui est une montagne sacrée pour la population aborigène qui vit à ses pieds. Donc elle n'est pénétrée que très rarement, toujours dans un esprit de religiosité très particulier, avec toute une série d'interdits qui sont associés à cette pratique. Et très très tôt, dans l'imaginaire national australien, c'est devenu un lieu un peu emblématique de cette singularité de la nature australienne cultivée par le nouvel État. Et très tôt, le lieu a été protégé sous la forme d'un parc national, initialement baptisé Ayers Rock, donc d'un nom anglais. Mais comme c'était un lieu de montagne remarquable, il a attiré aussi quantité de touristes australiens et puis du reste du monde qui évidemment se sont empressés de le pratiquer à la façon dont on pratiquait la montagne aux États-Unis ou en Europe, donc de la gravir en toute innocence ou en toute inconscience par rapport à la signification que ça pouvait avoir pour les populations locales. Et pendant des décennies, ça a été un objet de conflit entre les populations aborigènes et les touristes, les aborigènes ne comprenant pas d'une part ce que les touristes pouvaient trouver comme satisfaction
à gravir ce monolithe, et les touristes eux-mêmes ne comprenant pas les réticences des populations aborigènes. Et on est arrivé à une situation absolument invraisemblable qui consistait petit à petit à faire prévaloir le point de vue des aborigènes, ce qui est tout à fait légitime évidemment dans le contexte australien de ces 20 ou 30 dernières années, au point qu'on a interdit, je crois que c'était en octobre 2019, interdit l'ascension du monolithe, y compris donc dans le parc national, rebaptisé depuis. Et le paradoxe, c'est bien sûr l'interdiction est respectée aujourd'hui, au nom du respect des pratiques religieuses et des croyances religieuses des aborigènes. Mais dans les semaines qui ont précédé l'interdiction, il y a eu un afflux de touristes comme jamais, parce que c'était la dernière occasion qui pouvait être donnée, la dernière opportunité de le gravir, une sorte de tourisme de la dernière chance qu'on est en train de voir de plus en plus dans le monde, d'ailleurs aujourd'hui en montagne et ailleurs. On sait qu'il y a des choses qui vont disparaître et donc il y a une sorte d'attractivité particulière qui est liée au fait que la chose est éphémère ou va devenir éphémère dans un avenir proche. Et donc il y a eu une sorte de point culminant dans cette incompréhension fondamentale avant que, maintenant c'est le cas, le point de vue aborigène soit privilégié. Et donc là, on voit apparaître aussi un point qu'on a un peu abordé dans l'imaginaire national, mais pas tellement pour le reste, la dimension proprement politique de cette qualification différenciée des espaces de montagne, qui conduit à des confrontations, des affrontements, des arbitrages, des réglementations diverses et variées, qui font que, in fine, il y a toute une série de processus politiques qui peuvent conduire à tel ou tel type de pratique et tel ou tel sauvegarde d'une qualité ou promotion d'une qualité sacrée associée aux lieux de montagne. Oui. Du coup, j'aimerais au fait revenir sur cette distinction en termes de production de savoir aussi, qui rappelle un écart que vous développez dans votre chapitre d'ouvrage sur les façons différentes de Philippe Buach et Alexandre von Humboldt de considérer ou justement pas considérer le rapport entre les formations naturelles et le matériau même dont les montagnes sont faites. De là, vous concluez une incompatibilité fondamentale entre ces deux approches, soit entre le postulat organiciste et corporel d'une structure naturelle, dont les montagnes sont les éléments, et une approche purement rationaliste, qui en considère les volumes et instaure les bases d'une géographie physique. Quelles sont les nouvelles cartographies à votre sens, ou quelles sont les arènes contemporaines d'une opposition entre matérialité et rationalité qui semble justement perdurer? Alors, si je repars de l'opposition entre Buach et Humboldt à laquelle vous avez fait référence, dans les deux cas, on a des approches qui sont tout à fait modernes et qui se veulent tout à fait rationnelles. La première pour Buach, sans entrer dans les détails, parce que c'est pas facile de le faire sans images et sans illustration un peu concrète, avec une continuité, avec un imaginaire de la montagne qu'on trouve très très présent dans l'Occident chrétien, dans l'Occident musulman, qui consiste, et même dans d'autres civilisations, qui consiste à penser les montagnes comme étant les parties apparentes d'une sorte de squelette d'organisme terrestre. Donc elle pointerait à la surface de la Terre, et le projet intellectuel que la science arabo-musulmane pouvait avoir au Xe ou XIe siècle, ou que Buach avait encore au XVIIIe siècle, c'était de reconstituer quelque part ce squelette, d'en retrouver quelque part les caractéristiques fondamentales sur la base de ce qu'on voit simplement à la surface. Ce qui est une démarche, somme toute, extrêmement scientifique à la base, à partir des indices apparents pour essayer de concevoir l'invisible. Ça fait partie complètement du projet naturaliste moderne qui a conduit même à la science naturelle moderne et contemporaine. Et il a fallu vraiment attendre effectivement le tournant entre Buach et Humboldt, qui sont quasiment contemporains, pour qu'on renonce à cet imaginaire constitutif de base et qu'on oublie cette idée de squelette ou de charpente. L'image de la charpente a beaucoup été utilisée aussi, comme si la Terre avait été construite sur une charpente, dont les montagnes seraient encore une fois les parties apparentes. Donc on laisse de côté cette hypothèse qui s'avère complètement fausse avec la géophysique qui nous a expliqué ce qu'était la constitution même du globe terrestre aujourd'hui, pour avoir une approche beaucoup plus empirique chez Humboldt qui consiste à s'appuyer uniquement sur ce qu'on voit et ce qu'on est capable de mesurer, ce qu'on est capable de classer au niveau des espèces végétales par exemple, et donc d'avoir une approche très très empirique dégagée de toute cosmologie, parce qu'au bout du compte la première alternative était une cosmologie,
préexistante. Ceci dit, Humboldt n'est pas non plus l'illustration d'une sorte de pure rationalité qui prévaudra après lui, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, dans l'approche des sciences de la nature, parce qu'il est quand même très très inspiré par le romantisme allemand, par Goethe notamment, qui était un ami proche de Humboldt, avec cette idée que on doit pouvoir construire une science moderne qui s'appuie aussi sur le sensible, sur le poétique, sur les émotions. Et Humboldt est très ouvert à ça. Et de ce point de vue-là, il est très ambigu, en tout cas très, comment dire, très daté par rapport à la façon qu'on a de faire de la science à partir de la fin du XIXe siècle, de la science naturelle, parce qu'à la fois il ouvre des voies à la science moderne, à cette pure rationalité à laquelle vous faites référence, mais en même temps il veut toujours rattraper la rationalité instrumentale qu'il met en place avec une sorte de supplément d'âme qui est de l'ordre du sensible et du poétique. Donc il va se faire le chantre de la beauté des paysages, mais aussi, et c'est pas simplement une sorte de qualification secondaire, c'est aussi l'illustration de l'idée fondamentale pour lui qu'il n'y a pas de connaissance de la nature, il n'y a pas de connaissance de la montagne, sans qu'on prenne en compte aussi cette appréhension sensible par laquelle est médiatisé tout rapport à la matérialité et tout rapport à la nature elle-même. Donc il y a beaucoup d'ouvrages qui sont extrêmement mixtes de ce point de vue-là. Et puis, comme vous le savez, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, ça va partir du côté des approches artistiques, ça va être complètement évacué de l'approche scientifique, et il ne restera que la partie proprement empirique et théorique dans l'héritage de Humboldt. Et aujourd'hui, les gens qui écrivent sur la montagne, est-ce qu'ils vont sur le terrain? Est-ce qu'ils essaient de ressentir cet aspect sensoriel, émotionnel, corporel de la montagne? Ils le font sur un registre ou sur un autre, quoi. Ils le font sur un registre scientifique aseptisé, ou ils le font sur un registre plus littéraire ou par image, le cas échéant, mais dans ce cas-là, sans du tout mettre en scène la production du savoir scientifique, parce que la répartition des rôles a été établie dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elle est largement conservée aujourd'hui. Ou alors un même auteur va être amené à écrire deux types de choses, mais complètement dissociées, comme si elles n'avaient rien à voir entre elles. Je prends simplement un exemple qui est plutôt du côté de la philosophie ou de l'épistémologie, qui est Gaston Bachelard, dont vous connaissez certainement les travaux. Chez Bachelard, on trouve, et c'est assez rare finalement, deux corpus d'écrits. Un premier corpus sur l'épistémologie, la façon de faire de la science, tout simplement, qui est tout à fait illustrative de la rationalité scientifique de son temps. Et puis, il y a tous les ouvrages sur les imaginaires des éléments, sur la terre, sur le feu, sur l'eau, où c'est une toute autre écriture, un tout autre style d'auteur et une curiosité qui ne se rapporte pas à la nature elle-même, ni même à la science, mais à la poésie ou à la littérature. Et là, il parle beaucoup de la montagne, par exemple. Il ne le fait pas pour l'épistémologie, parce qu'on peut faire de l'épistémologie sans parler de la montagne. Mais quand on parle des éléments, il se sert énormément de la montagne. Il y a deux ouvrages qui sont consacrés à la terre, et principalement à la montagne, où il montre très très bien comment, dans la littérature et dans les imaginaires littéraires, la montagne a été mobilisée sur deux registres, un peu ceux que j'évoquais d'ailleurs tout à l'heure, celui de la montagne protectrice et celui de la montagne défi à l'imagination humaine. Mais voilà, c'est une belle illustration de cette schizophrénie un peu de pas mal d'auteurs qui s'intéressent à quelque chose sur deux registres, mais qui du coup se sont obligés d'écrire deux types de choses tout à fait différentes. Je vois. Pour conclure, à l'orée de notre entretien, les épisodes justement du réchauffement climatique bouleversent aussi certains des efforts les plus spectaculaires de conservation ou justement d'appropriation de la montagne. On pense par exemple à la réserve mondiale de semences du Svalbard en Norvège. La fonte des glaciers n'incite-t-elle donc pas à considérer désormais ce rapport sous un angle inversé? Ne trouvons-nous pas un moment où la montagne et sa temporalité affectée par un événement anthropique viennent de nous surprendre? Et quels avenirs penser en conséquence pour ces axes que nous avons abordés? Alors, on va revenir à la question de temporalité par laquelle on a commencé, parce que le changement climatique contemporain
avec toutes les spécificités qui sont les siennes, notamment son origine anthropique. Ça peut être intéressant de le replacer dans un temps long, qui est celui des changements climatiques de façon générale, sans nier la spécificité de celui d'aujourd'hui, sa rapidité et puis son origine, sa source. Mais on sait bien que les régions de montagne, en particulier dans les zones tempérées, ont été concernées par des évolutions radicales en quelques dizaines de milliers simplement d'années, avec les grandes glaciations successives. Et cette histoire des glaciations, elle est très présente dans l'imaginaire scientifique, bien sûr, quand on a commencé à prendre conscience qu'elles avaient existé. Et c'est encore une fois dans la deuxième moitié du 19e siècle, surtout qu'on prend conscience de ces anciennes glaciations et que se popularise l'idée que les environnements montagnards ont toujours évolué et ont évolué de façon souvent extrêmement radicale du point de vue en particulier de la végétation et de la présence ou de l'absence de glace. Et ce n'est pas sans rappeler des récits qu'on trouve dans les mythologies populaires, tout comme on trouve des références au déluge aussi bien dans la Bible que dans des traces identifiées par les scientifiques. On trouve dans les mythologies populaires des références à des glaciations spectaculaires que personne n'avait jamais vues avec ses yeux, parce que quand bien même ça se serait passé sur quelques dizaines de milliers d'années, c'est évidemment pas la temporalité des vies humaines, mais il y a dans les deux domaines, le domaine de la science et le domaine des mythes et des légendes, cette idée que les environnements montagnards ont toujours beaucoup évolué. Ce que l'imaginaire de la protection de la nature a eu tendance un peu à gommer, précisément parce qu'il avait tendance à vouloir protéger les choses en l'état, il avait tendance aussi à considérer que les choses avaient toujours été dans l'état où elles étaient et devaient être conservées dans l'état où elles étaient. Et un des grands défis des protectionnistes de la nature et de la montagne en particulier, c'est d'accepter ou de faire rentrer dans leur propre connaissance et compréhension de la montagne l'idée qu'elles n'ont pas toujours été comme ça et l'idée qu'elles sont en train d'évoluer. Donc le changement climatique aujourd'hui, qui a des formes tout à fait spectaculaires bien sûr, et parfois dramatiques dans les régions de montagne, il est d'autant plus difficile à accepter qu'on a tendance à privilégier cette conception un peu fixiste des environnements et des paysages de montagne. Et ça vaut pour toutes les sociétés, que ce soit encore une fois du côté des scientifiques qui travaillent sur les espaces protégés, que ce soit du côté des populations autochtones qui voient leur environnement montagnard évoluer extrêmement rapidement avec la disparition des glaciers en particulier, dont on sait que dans pas mal de cas, je pense à la Bolivie, je pense à des régions de l'Asie centrale, qu'ils conditionnent beaucoup les modes de vie présents et qui sont du coup menacés par la fonte des glaciers. On arrive à des situations où, tout en ayant connaissance ou l'intuition que ces environnements ont toujours changé, on est confronté à la difficulté à s'adapter aux modifications présentes, à la fois parce qu'elles sont rapides, parce qu'elles sont radicales. Il me semble que, et ça, pour boucler la boucle par rapport à ce par quoi on a commencé, c'est quelque chose qui est également très très présent chez les alpinistes aujourd'hui. Il y a un vrai débat chez les alpinistes entre ceux qui disent l'alpinisme aujourd'hui est menacé par l'évolution climatique, que beaucoup de courses sont compliquées par le fait que les glaciers sont plus compliqués à pratiquer aujourd'hui qu'il y a quelques décennies, par les éboulements rocheux considérables qu'on a vu se produire dans les Alpes en particulier ces dernières années. Donc il y a une partie des alpinistes qui tendent à dire la montagne devient dangereuse et menace la pratique de l'alpinisme telle qu'on l'a connue de notre vivant dans les décennies précédentes. Et puis il y a ceux qui disent la montagne sera toujours la montagne, et puis il y aura peut-être pas les mêmes glaciers, peut-être moins de glaciers, peut-être qu'il y aura des éboulements, et dans ce cas-là, des voies nouvelles à explorer, et donc il y a peut-être des nouvelles façons de pratiquer l'alpinisme qui pourraient se... Un exemple qui est assez intéressant et qui avait fait l'objet d'une discussion d'ailleurs pendant le montage du dossier d'inscription de l'alpinisme au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, qui avait fait l'objet d'un débat dans le conseil scientifique lui-même, c'était de prendre l'exemple du Yosemite. Vallée glaciaire, au sens où elle était englacée et façonnée par les glaciers, mais dans laquelle il n'y a plus aucun glacier aujourd'hui, parce que le climat de cette partie-là de la Californie ne s'y prête pas depuis très 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 longtemps. Et pourtant, le Yosemite est aujourd'hui un des hauts lieux de la pratique de l'escalade et de l'alpinisme. Et c'est pas parce qu'il y a eu un réchauffement climatique de la planète qui n'était pas anthropogénique à l'époque, que l'alpinisme a disparu. Il y a des pratiques, des formes d'alpinisme qui ont été inventées dans un environnement qui a été libéré des glaces. Donc la question est de savoir
en quoi est-ce que le changement climatique présent, quoi qu'on en pense, hein, mais la plupart du temps on est tous d'accord pour s'en désoler, pourrait nécessairement complètement remettre en cause les choses qui ont pu s'y déployer, que ce soit l'alpinisme, que ce soit les pratiques traditionnelles. Donc quelles sont les formes ou les scénarios d'adaptation auxquels on est confronté aujourd'hui. Bernard de Barbieux, merci de votre temps. On se réjouit d'ouvrir vos livres qui ouvrent les pistes dont on n'a pas encore fini d'explorer les contours. Merci à vous. Merci.